Comme vous le savez tous, la liaison Lyon-Turin est l'un des méga-projets européens d'infrastructures de transport. Cette liaison est composée d'un tunnel transfrontalier de 57 km de long et d'environ 150 km de ligne nouvelle. Il s'agit d'un projet ancien, entériné en 1994 par le Conseil européen. Depuis lors, 4 accords entre la France et l'Italie ont été signés sur ce sujet. La loi d'orientation des mobilités a précisé que l'État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin. Et une dizaine de kilomètres du tunnel de base ont été creusés. Pourriez-vous d'ailleurs nous faire un point d'avancement, Monsieur le Président, sur ce chantier? Le Lyon-Turin a vocation à s'inscrire dans le corridor méditerranéen du réseau de transport européen. Il poursuit un triple objectif. Son ambition est d'abord d'assurer un report modal vers le rail du fret, mais aussi des voyageurs, et de réduire le temps de trajet entre Lyon et Turin. À cet égard, pourriez-vous revenir sur la ligne de la Maurienne, qui relie déjà la région Rhône-Alpes à la frontière italienne, et sur les raisons qui ont conduit à privilégier la réalisation d'une nouvelle ligne. Ce projet vise ensuite à sécuriser les transports dans les Alpes franco-italiennes, après les drames que nous avons connus dans les tunnels du Mont-Blanc en 1999 et de Fréjus en 2005. L'objectif est enfin de réduire les émissions polluantes et les nuisances sonores sur ce trajet. Sur ce dernier point, pourriez-vous nous en dire plus sur l'estimation de l'impact environnemental du projet? Avant de vous laisser la parole, je souhaiterais vous interroger sur 3 points. D'abord, pourriez-vous nous éclairer sur le calendrier du projet? L'objectif de mise en service en 2030 est-il maintenu? La ministre italienne des Transports a annoncé en décembre dernier que 2032 était une hypothèse plus raisonnable. Qu'en pensez-vous? En outre, dans son rapport de juin dernier, la Cour des comptes européenne estimait que la liaison ne serait probablement pas prête d'ici là et estimait que le chantier connaissait un important retard qu'elle chiffrait à 15 années. Ensuite, nous souhaiterions bénéficier de votre éclairage sur le financement du projet. Le protocole additionnel de mars 2016 fixe le coût de la section transfrontalière à 8,3 milliards d'euros. Là aussi, la Cour des comptes européenne a pointé dans son rapport d'importants dérapages sur le plan budgétaire, avec une augmentation des coûts qui atteindrait 85%. Qu'en est-il d'après vous? Pouvez-vous rappeler les parts respectivement prises en charge par la France, l'Italie et l'Union européenne, tant pour le tunnel de base que pour les voies d'accès? Sur ce dernier point en particulier, l'Union européenne s'est dite prête à financer à 55% des voies d'accès. Comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie côté français? Enfin, ma dernière question porte sur les critiques dont le projet a pu faire l'objet. La Cour des comptes, dans un référé datant de 2012, en formulait un certain nombre, à savoir la faible rentabilité socio-économique du projet, la révision à la baisse des prévisions du trafic, les incertitudes en matière de financement et l'insuffisant pilotage de l'opération. Comment avez-vous réagi face à ces observations? Toutes les difficultés soulevées il y a près de 10 ans ont-elles été réglées? Je vous cède désormais la parole pour une dizaine de minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre accueil. Je veux vous saluer. Appuyez sur le bouton. Et de passer quelques instants avec vous pour parler de ce projet, voilà, sur lequel je suis engagé depuis longtemps, puisque vous avez rappelé que c'est une longue histoire déjà, ce projet. Et pour ma part, c'est en 2001 que j'ai pu participer à une étape vraiment très importante avec le ministre Jean-Claude Guessot, quelque temps après l'accident du tunnel du Mont-Blanc, et où la France, je pense, et toute l'Europe ont pris conscience du problème majeur que représentait la circulation des poids lourds dans les traversées alpines. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, mais être concret en quelques minutes, reprendre très précisément les points que vous avez cités. Il y a eu donc une longue période d'études, de travaux de reconnaissance, d'exploration géologique, que certains ont trouvé trop longue. Pour ma part, je pense qu'on a eu raison de prendre du temps pour essayer de voir comment cette montagne était constituée et comment on pouvait réaliser cet ouvrage. Une partie de ce délai a été due aux difficultés italiennes que tout le monde a en tête et aux violences, aux positions qui se sont manifestées dans la vallée de Suse et qui a obligé à reprendre le projet.
Ceci est maintenant surmonté, et quoique il y a encore peu de temps, on s'interrogeait sur l'attitude de nos amis italiens, on peut dire que maintenant on est rentré dans une phase d'abord définitive, puisque après cette période d'études et travaux de reconnaissance, on est rentré dans ce qu'on appelle les travaux définitifs, c'est-à-dire le creusement du tunnel lui-même, du tunnel principal. On est en train de préparer les appels d'offres pour attribuer les marchés de réalisation du tunnel proprement dit. Donc, après cette longue histoire d'études, après ces péripéties et parfois ces questions sur le projet ou sur son opportunité, on est maintenant dans une phase de réalisation massive, puisque ces appels d'offres pour le tunnel lui-même représentent un engagement de l'ordre de 4 milliards d'euros. Je reviendrai après sur les aspects financiers. Alors, deuxième élément, pourquoi une nouvelle ligne? Alors, vous avez dit, cette ligne appartient effectivement au réseau européen. L'Europe, depuis longtemps, veut réaliser un réseau ferroviaire de grande capacité à l'échelle européenne, structuré autour de 9 corridors. Nous sommes sur le corridor sud, qu'on appelle Méditerranée, qui va du sud de l'Espagne à l'est de l'Europe. Ce corridor ensuite passe par Montpellier, si je peux dire, remonte vers Lyon, traverse les Alpes et continue vers l'Italie et vers l'Est. Donc, nous sommes sur ce corridor européen, volonté d'un réseau européen de grande capacité, pouvant traiter et le fret et les voyageurs. Alors, il existe déjà une ligne, bien entendu, qui va de Lyon, le tunnel du Fréjus, et qui redescend vers Turin. Et la question a été souvent débattue, pourquoi faire une nouvelle ligne coûteuse et un nouveau tunnel alors qu'il existe une ligne dite historique. Cette ligne date, notamment le tunnel du Fréjus lui-même, date de 1871, et nous allons fêter cette année le 150e anniversaire de ce tunnel. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur cette ligne historique. J'ai eu l'occasion moi-même d'ailleurs d'y travailler quand j'étais président de Réseau Ferré de France pour l'améliorer. Elle ne peut pas répondre aux objectifs. Alors ça, je pense que ce sujet devrait être, conclu de manière claire. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas répondre aux objectifs de croissance du trafic de fret? Il y a deux raisons à cela. Il y a une raison que c'est une ligne de montagne et donc le train devant monter la côte, il faut couper le train en deux, il ne peut pas faire plus de 600 tonnes et il faut au moins 2 locomotives et parfois 3. Ceci est coûteux, prend du temps et n'est pas du tout efficace. Par conséquent, première raison, la ligne de montagne ne permet pas de faire du trafic à grande capacité et à bonne vitesse pour le fret. Deuxième raison, le tunnel lui-même, le tunnel historique est un tunnel monotube. Il a donc 150 ans, il est constitué d'un seul tube. Or, les règles européennes, maintenant, font obstacle à ce que l'on exploite un tunnel fret avec des trains de grande capacité avec un seul tube. Et donc, il faut maintenant que les tunnels qui font passer du trafic fret en abondance soient structurés sur 2 tubes, comme l'est déjà le tunnel sous la Manche. Et on peut dire que ce qu'on construit aujourd'hui sous les Alpes est exactement l'équivalent du tunnel sous la Manche. 2 tubes indépendants à voie unique qui permettent aux trains de ne pas se croiser à l'intérieur du tunnel, avec des possibilités de passage d'un tunnel à l'autre. Si un train est accidenté dans un tunnel, on fait sortir les gens, ils passent sur l'autre tunnel et ils peuvent se sortir. Donc, ça veut dire que dans le tunnel actuel, on peut faire passer qu'un train à la fois, dans un sens unique, et on peut pas en mettre 2. Donc, la capacité est très limitée. Si vous ajoutez tout ça, le résultat, c'est que la ligne historique, la ligne actuelle, peut faire passer des trains, mais en très faible quantité. Il y a aujourd'hui un trafic d'environ 3 millions de tonnes sur cette ligne, alors qu'il y a quelques années, quand j'étais RFF, on dépassait les 10 millions de tonnes. Voilà. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Alors, sur l'impact environnemental, côté négatif, commençons par faire du négatif. Évidemment, chaque fois que l'on fait des travaux, et notamment des travaux importants dans la montagne, on produit du CO2, et donc il y a un bilan négatif pour commencer. Et puis après, vous avez un résultat positif, c'est que vous supprimez des camions qui passaient avant par les autoroutes et les tunnels autoroutiers, et vous les mettez sur le train. Alors, nous, l'objectif est très simple, c'est de faire comme les Suisses. Aujourd'hui, 8% du trafic passe sur le train et plus de 90% sur la route. Voilà, les Suisses sont arrivés à plus de 60% sur le train, alors que nous sommes à 8%. Et l'objectif est donc, pour faire peut-être un peu moins bien qu'eux, serait d'atteindre près de 50% de report modal. Et donc, on supprimera des camions. La capacité serait de faire passer 1 million de camions sur les trains plutôt que sur la route. Et on estime que ça devrait faire une économie de 1 million de CO2. Alors, du coup,
On a, pendant un certain nombre d'années, d'abord, on produit des nuisances environnementales en faisant le chantier, et puis après, on redresse la situation parce qu'on supprime des camions et on a un moyen de transport ferroviaire qui est évidemment plus performant. Alors, on peut discuter indéfiniment pour savoir au bout de combien d'années le bilan redeviendra positif. Moi, je ne prends pas position, je ne suis pas expert, je vois simplement que mon souci, c'est tout simplement, dans un premier temps, de réduire les nuisances environnementales du chantier, et puis de faire en sorte que quand le tunnel sera ouvert, le plus vite possible, on mette les camions sur les trains. Alors c'est un peu simpliste ce que je dis, mais je pense que ça correspond bien à une réalité. Donc nous nous efforçons de travailler beaucoup sur les questions de l'environnement à l'occasion du chantier, et nous espérons qu'avec les opérateurs ferroviaires et les États, ça ne dépend pas que de nous bien sûr, le tunnel sera exploité le plus possible, et que notamment les autoroutes ferroviaires, c'est-à-dire les passages des camions sur les trains, permettra d'en tirer le meilleur parti. Alors, je viens au calendrier. L'objectif fixé par les financeurs, c'est-à-dire l'Europe, principal financeur, 40%, l'Italie et la France, l'objectif, c'est 2030. Alors, il a été dit qu'on n'y arriverait pas. Moi, je ne sais pas si on y arrivera ou pas. On essaie de tenir ce calendrier. Le calendrier est tendu. On est en train de prendre un peu de retard parce que la crise sanitaire crée des difficultés, ne bloque pas le chantier, mais crée des difficultés. La ministre italienne a dit qu'il se pourrait bien qu'on dépasse 2032. Nous, actuellement, nous restons sur 2030. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat qui lie l'Europe, les deux États et nous, et que dans ce contrat aujourd'hui qui apporte les financements, il y a un objectif 2030. Notre devoir, c'est de faire tout ce qu'on peut pour respecter l'objectif. L'année prochaine, enfin plutôt en fin de 2021, on va négocier le nouveau contrat de financement avec l'Europe. C'est que l'Europe prépare le financement des projets à venir pour les années qui viennent. Il y a eu des discussions difficiles sur le budget européen et nous nous préparons à commencer avec Bruxelles la négociation pour les années qui viennent. On rediscutera à ce moment-là du calendrier. Faut-il garder 2030? Faut-il corriger de 2 années ce programme? Je laisse les responsables de 3 entités, Europe, Italie et France, prendre en considération les difficultés que nous avons pu avoir. Elles ne sont pas énormes, mais elles sont réelles. Et faut-il ou pas ajuster? Je vous signale simplement qu'il y a un arbitrage à faire entre le calendrier et le coût. Si vous augmentez le nombre de tunneliers, vous allez plus vite, mais ça coûte plus cher. Donc, il y a un arbitrage à faire, respecter le calendrier, respecter le coût et trouver un point d'équilibre entre les deux. Ceci sera discuté dans le courant de cette année 2021. Alors, le financement, donc 8 milliards, vous avez rappelé le chiffre, 8 milliards 3, financé donc actuellement 40% pour l'Europe, 35% pour l'Italie, 25% pour la France. Je note au passage que l'Italie finance davantage le projet que nous. C'est comme ça que ça a été négocié. Enfin, il faut respecter le fait que l'Italie a tout de même une part de financement plus importante. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le projet. Le projet est estimé à 8 milliards 3 depuis que nous l'avons lancé. Il y avait précédemment peut-être d'autres scénarios qui avaient été envisagés, mais le projet n'a pas changé d'estimation depuis que nous l'avons lancé. Vous avez rappelé les dates. 2012, les États se mettent d'accord sur la manière de faire, si je peux dire, et sur la création du promoteur. 2015, nous lançons le projet avec une estimation qui est fixée à ce moment-là à 2003. Nous n'en avons pas changé. Est-ce qu'on tiendra jusqu'au bout? Je ne fais pas de pronostic. On fait tout ce que l'on peut pour maintenir ce chiffre, mais il n'est pas juste de dire que le projet a flambé, si je peux dire. Nous en sommes, nous en tout cas, depuis 2015, au même niveau d'estimation. Là aussi, il faut faire attention que nous parlons là, pour ce montant-là, du tunnel lui-même dont nous sommes chargés. Au-delà du tunnel, il y a les accès côté Italie, il y a les accès côté France. Ce sont 2 autres projets. On pourrait y revenir si vous voulez. Évidemment, l'objectif, c'est d'aménager l'ensemble de l'itinéraire Lyon-Turin. Mais quand on parle de notre estimation, nous ne parlons que du tunnel. On reviendra peut-être sur la question des accès, où je peux même en dire un mot dès maintenant. Donc, nous, société binationale TELT, franco-italienne, 50-50, dirigée, contrôlée par les États, totalement publique. Ça, c'est tout à fait clair. Nous sommes chargés du tunnel, mais il doit y avoir une coordination sur l'ensemble de l'itinéraire, parce que si le tunnel est fini, mettons aux environs de 2030, avec ses caractéristiques très performantes, je rappelle qu'il faut faire passer les trains de voyageurs à 220 km/h dans le tunnel et les trains de fret à 120 km/h.
Alors, si vous êtes passé par là dans le train actuel, vous voyez qu'évidemment, on n'en est pas à cette vitesse-là, puisqu'on monte la côte aux environs de 30 ou 40 km/h et pas plus. Donc, si on finit le tunnel et qu'on n'a pas aménagé les accès, on va avoir quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on ne pourra pas utiliser les capacités du tunnel et on bloquera sur la partie accès. Donc, il y a bien un problème global, on ne peut pas dire qu'on se contente du tunnel. Donc, nous soutenons les projets d'aménagement des voies d'accès. Ceux-ci ont fait l'objet de discussions difficiles. Ceux qui connaissent la région le savent bien, pour savoir si on commence par Lyon, si on va jusqu'à Chambéry, si on passe ou si on passe pas à Chambéry. Ceci n'est pas de notre compétence, mais nous avons un intérêt évident à ce que ce projet des voies d'accès soit correctement conduit. L'Europe est sur cette ligne-là, au point que, alors qu'au départ, elle ne parlait pas des voies d'accès, elle a offert sa contribution pour financer les voies d'accès comme elle finance le tunnel. Et donc, nous avons, nous, accueilli très favorablement cette proposition et nous espérons que cela permettra d'accélérer l'aménagement des voies d'accès. La partie italienne est déjà réglée, donc le projet, beaucoup plus simple que chez nous, est déjà prêt côté italien. La partie française est plus difficile, elle est plus longue, elle est plus coûteuse et donc elle est plus discutée, on va dire. Au départ, après la loi d'orientation, la France avait dit on va attendre que le tunnel soit fini et on verra ce qu'il faut faire des accès. L'inconvénient, c'est que ça renvoie évidemment à une date très lointaine l'aménagement des accès et que ceci va sans doute être contesté, c'est déjà contesté par l'Europe et qui dit nous on peut pas accepter qu'on fait le tunnel d'abord et qu'on regarde ce que ça donne pour commencer les accès après 2035. Donc ça c'est sûr que cette position n'a pas été acceptée. Du coup la France a évolué et donc nous travaillons en ce moment en partenariat avec SNCF Réseau et piloté par le préfet la possibilité d'avoir un programme phasé d'aménagement plus rapide. Quant aux dernières critiques que vous évoquiez sur Je termine d'ailleurs pour dire que l'Europe tient tellement à ce projet que la Commission a fait savoir qu'elle souhaitait, pour le prochain programme, donc les années qui viennent, qu'elle souhaitait monter de 40 à 50% son financement. Et qu'elle était même prête à rajouter 5% de plus, si je peux dire, de bonus, parce que Bruxelles estime que notre société est une société binationale, suffisamment européenne, si je puis dire, pour être considérée comme un bon élève, et donc elle veut nous apporter 5% de plus, ce qui pourrait porter à 55% la contribution européenne, ce qui est exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup d'autres projets où l'Europe s'est engagée à ce point. Donc on peut dire au passage que ce projet a une dimension européenne très forte et qu'on peut dire qu'il a cheminé jusqu'aujourd'hui, y compris à travers des péripéties ou des crises. Il a cheminé parce que l'Europe a sur ce sujet une volonté très forte, une détermination totale de le mener à son terme. Alors, les critiques qui ont été faites, oui, je les connais, celles de la Cour des comptes. C'est pas la première fois que la Cour des comptes fait des critiques sur des projets, souvent d'ailleurs tout à fait justifiées. En l'occurrence, la notion de rentabilité telle qu'elle a été calculée, il y a eu 8 évaluations de rentabilité sur ce projet, toutes différentes, suivant que vous les faites à une année de crise où le trafic routier s'arrête, ou bien à une année de croissance où le trafic routier augmente, vous avez des résultats évidemment différents. Nous, on a simplement constaté que si vous raisonnez sur un très long terme, c'est-à-dire si vous acceptez l'idée que cet ouvrage est fait pour durer 100 ans, tout le monde se trompe dans ces évaluations, mais au bout de 100 ans, ça change plus grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous dépassez ou vous décalez de 10, 15 ans ou 20 ans votre estimation, sur l'échelle de 100 ans, à la fin du temps, si je peux dire, vous avez des résultats qui ne sont pas très différents. Donc moi, je ne prends pas position sur ces questions de rentabilité. Elles ont été discutées, partagées, critiquées. Et puis, les responsables, décideurs politiques de nos États, des parlements et de Bruxelles ont décidé qu'il fallait le faire. Donc, nous essayons de le faire le mieux possible. Et ça revient à la notion du pilotage. Encore une fois, Bruxelles considère que nous sommes plutôt bons élèves puisqu'ils veulent nous apporter 5% de plus. Notre société binationale, alors d'abord, elle a un caractère totalement public. C'est une condition d'ailleurs que j'avais mis moi-même pour y participer. Il se trouve que j'ai vécu d'un peu près l'expérience du tunnel sous la Manche puisque j'étais au port de Dunkerque à ce moment-là. Je pense que tout le monde a en mémoire à la fois la réussite technique du tunnel sous la Manche et le désastre financier que ça a pu être. Personne ne l'a oublié. Donc le choix qui a été fait dès le départ, c'est de dire cette affaire n'a pas de caractère privé, elle est totalement publique, elle est voulue par les États et par Bruxelles, elle doit être assumée par les États et par Bruxelles. Donc nous avons 2 actionnaires publics, 100% publics. Maintenant, la société binationale franco-italienne
est une organisation assez originale. Il n'y en a pas tellement que ça dans le secteur public. Donc, il se trouve que moi-même, j'y suis impliqué depuis de nombreuses années. Voilà, je trouve que ceci demande quelques efforts d'adaptation, on va dire, culturelle entre les équipes italiennes et les équipes françaises. Mais je suis témoin, moi-même, que si on fait cet effort d'acceptation des différences, ça donne des résultats très fructueux, car il y a des deux côtés des gens qui ont des grandes compétences, qui ont des grandes qualités. Et si on les met en bon ordre de marche, ça peut donner de bons résultats. En tout cas, moi-même, je suis témoin que c'est le cas et que nous avons jusqu'à présent fait avancer ce projet dans des conditions que, pour ma part en tout cas, j'estime satisfaisantes. J'y suis pas pour grand-chose, mais je pense que nos équipes fonctionnent très bien. J'ajoute d'ailleurs que les entreprises qui font les chantiers sont pratiquement toujours multinationales. Tous les marchés que nous attribuons, je parle des marchés un peu importants, sont attribués à des groupements dans lesquels vous avez des Français, des Italiens et souvent des Suisses. Et que ces entreprises associent des équipes de nationalités différentes et que ça marche bien. Elles sont souvent originaires des territoires proches, donc souvent région Rhône-Alpes et Piémont. Donc ce sont des gens un peu frontaliers, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être plus de capacité à s'adapter. Mais je constate que sur les chantiers, donc vous avez des personnes de ces différentes origines et qu'elles travaillent très très bien ensemble. Et jusqu'à présent, tous nos chantiers se sont passés dans des conditions satisfaisantes. Voilà, on pourra aborder d'autres sujets si vous voulez, notamment un sujet auquel on est très très attentif. Deux sujets. On reviendra sur la question de l'environnement. Vous aurez sans doute des questions à poser sur ce thème. Et puis il y a aussi la question de l'intégrité. Nous avons mis en place un dispositif de contrôle extrêmement strict et notamment pour essayer de prévenir tout risque d'intrusion de la mafia. Voilà, je m'arrête sur cette note qui peut-être pas la plus sympathique. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais laisser la parole à Rémi Pointreau, rapporteur de la mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux et à l'issue à l'ensemble de nos collègues qui m'ont déjà sollicité. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, Monsieur le Président du Ménil, très heureux que vous soyez missionné pour cette présidence de la Société du tunnel Euralpin Lyon-Turin, parce que vous connaissez parfaitement le réseau ferroviaire français, en ayant été directeur général du RFF, et j'ai eu l'occasion de vous rencontrer à plusieurs reprises pour un sujet qui nous est cher, mais j'en dirai quelques mots tout à l'heure. C'est vrai que notre commission a créé cette mission d'information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, et nous sommes co-rapporteurs avec ma collègue Nicole Bonnefoy. Nous avons entendu au cours de nos auditions des discours parfois contradictoires sur l'avenir du fret ferroviaire. Certains y croient beaucoup, et en visant un doublement de la part du ferroviaire, c'est-à-dire de passer de 9 à 18% d'ici 2030, et puis d'autres qui estiment au contraire qu'il faut renoncer à cette chimère du report modal. Le projet du Lyon-Turin est fort heureusement fondé sur la première hypothèse d'augmenter cette part du ferroviaire, du fret ferroviaire. Pourriez-vous nous en dire plus sur les prévisions de trafic sur cette liaison ferroviaire, et d'après vous, quels sont les leviers pour favoriser davantage encore le report modal de la route vers le fer, à savoir les aides à l'exploitation, la qualité de service? Et puis j'aurais une question subsidiaire, Monsieur le Président. Pouvons-nous espérer que le Lyon-Turin augmente suffisamment le trafic de la LGV Paris-Lyon pour obtenir cette fameuse ligne POCL qui sert d'aménagement du territoire et de doublement en même temps de la ligne Paris-Lyon, qui serait un vrai projet d'aménagement du territoire, mais qui permettrait aussi peut-être de soulager cette ligne Paris-Lyon qui, je l'espère, va augmenter son trafic si on fait un Lyon-Turin. Donc voilà les questions que je souhaitais vous poser, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, merci. Je suis heureux de vous retrouver aussi après quelques souvenirs communs. Alors, sur les prévisions de trafic et la question du report modal, un tout petit peu d'histoire. Quand le projet a été lancé, il y avait précédemment
une intention de la SNCF de développer un réseau TGV européen. C'était du tout TGV, on ne parlait que de ça. Quand les États ont repris en main, si je peux dire, le projet, quand l'Europe l'a inscrit dans un projet de réseau européen, la composante fret est devenue dominante. Je dis pas que on a oublié les voyageurs, puisque notre tunnel sera mixte et qu'il s'agit bien de traiter les voyageurs, et notamment sur Turin-Milan, mais surtout le fret. Donc c'est un projet à dominante fret. Alors évidemment, si on pense que le fret ferroviaire n'a pas d'avenir et n'a pas d'intérêt, là, je pense qu'effectivement, il faut arrêter le projet. Vous voyez, parce que le projet ne peut pas se défendre, de mon point de vue, je parle très librement, en toute transparence, le projet ne peut pas se défendre si vous avez uniquement une perspective de trafic voyageurs. Il y a bien d'autres projets voyageurs qui sont plus urgents et plus utiles en France, notamment celui que vous évoquez parmi bien d'autres encore. Donc j'ai des souvenirs là de Réseau Ferré de France et effectivement, j'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Si ce projet est réservé aux voyageurs, il n'a pas d'intérêt, il faut l'arrêter, il faut concentrer tous nos efforts sur les autres projets qui restent encore à faire sur le réseau français. Donc, c'est un sujet fret. Donc, il n'a d'intérêt que si on pense ou si on croit que le report modal, c'est-à-dire la reprise, la relance du trafic de fret, est possible et nécessaire. Possible et nécessaire. Nécessaire, je pense que tout le monde voit bien l'intérêt environnemental à l'échelle de l'Europe et pas uniquement française, d'autres le font et le font mieux que nous. Est-ce que c'est possible et à quelles conditions? Là, il faut reconnaître qu'on part avec un handicap terrible. On est parmi les pays européens où le fret est descendu au plus bas. Donc, on ne peut pas être très fier de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Alors, si on dit qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut pas faire mieux, qu'il faut se contenter du réseau autoroutier, c'est vrai, on veut renoncer. Est-ce que c'est impossible? Moi, je ne crois pas que ce soit impossible. Alors, je vais vous donner peut-être deux arguments. Je trouve que moi, j'ai été très impressionné dans les années 2000, quand j'étais au ministère, par ce qui s'est passé en Suisse. Et que, évidemment, quand on est dans la région Rhône-Alpes en particulier, on regarde de près ce que font nos voisins, qui sont des gens plutôt rationnels, qui savent compter, qui font les choses plutôt bien. Ils ont sans doute des défauts aussi, mais bref, ils ont une situation de trafic difficile, totalement ou presque totalement alpine, et ils ont fait des choix qui consistent à dire on refuse le laisser-aller du transport routier et on fait ce qu'il faut pour faire du report modal. Et faire ce qu'il faut, ça veut dire deux choses: investir pour avoir des infrastructures performantes pour le fret ferroviaire, et deuxièmement, réguler le trafic routier, c'est-à-dire, en gros, faire payer, pour faire simple. Et donc, ils ont fait cette politique-là, avec un soutien populaire très fort, et ça a donné des résultats absolument spectaculaires. Ils ont construit 2 grands tunnels nord-sud de Saint-Gothard et Lösberg, qui sont déjà finis, alors que nous commençons le nôtre, et qui ont les mêmes caractéristiques que l'autre. Des tunnels sous les Alpes, c'est très compliqué, c'est très coûteux, ils font 50 km, donc ils sont dans les mêmes difficultés que nous. Ils l'ont fait tout seuls, ils l'ont payé, ils sont riches, ils l'ont payé, et ils ont maintenant plus des 2/3 du trafic qui passe sur la voie ferrée. Donc, moi, je pense que ce qui a été fait en Suisse relève, je pense, de la même logique, des mêmes objectifs de lutte contre la pollution, de mêmes objectifs de développement ferroviaire et des mêmes difficultés, et le résultat, ils l'ont. Donc, je me dis, après tout, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire la même chose? Qu'est-ce qui fait que c'est possible pour la Suisse et c'est pas possible pour la France? Alors, cela dit, ça ne suffit pas, parce que on pense qu'on peut arriver à faire des tunnels comme eux, qu'on pense à être aussi capable qu'eux, surtout si l'Europe nous aide à financer et qu'on doit pouvoir y arriver sur le plan financier. En revanche, pour que le trafic fret marche, il y a d'autres conditions à remplir. Il ne suffit pas de faire un magnifique tunnel, il faut remplir d'autres conditions. Vous avez évoqué qualité de service, ça c'est sûr. Il faut qu'il y ait des sillons, comme disent les spécialistes. C'est-à-dire qu'une fois que le train a traversé les Alpes, il faut qu'il arrive à Lyon, il faut qu'il passe à Lyon, il faut qu'il puisse ensuite remonter vers le nord, et que le réseau soit géré pour que les sillons réservés au trafic de marchandises soient de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on ait les mêmes exigences de fiabilité, de sécurité pour le fret que pour les voyageurs. Vous connaissez bien tout ça. Quand il y a des travaux, les trains de fret ne passent pas. Quand il y a des mouvements sociaux, les trains de fret ne passent pas. Il n'y a pas d'engagement de qualité de service. Et donc, il y a de nombreuses difficultés sur le réseau qu'il faut traiter en même temps. Donc,
cette affaire ne marche que s'il y a une volonté de report modal. Je crois qu'elle est quand même largement partagée, même si certains pensent que ce n'est plus la peine de faire ça. Volonté de faire du report modal. Et deuxièmement, effort national avec des moyens financiers, des investissements sur le réseau et des choix de priorité réservés au trafic de marchandises pour qu'on considère que le trafic de marchandises a les mêmes exigences de qualité ici qu'ailleurs. Ici, en France, que dans les autres pays. Et quand on va en Suisse ou quand on va même en Italie du Nord, on est étonné de voir la manière dont les trafics de marchandises sont traités. Je prends qu'un exemple, le suivi informatique des trains de marchandises pour que tout le monde sache où est le train, à quelle heure il arrive et si le locomotive est au bon endroit. Tout ceci n'est pas encore au point, progresse, mais n'est pas encore au point. Et on a des TGV ultra performants sur le plan technique, on a des trains de marchandises qui ont encore un certain nombre d'années de retard. Voilà, donc je pense qu'il faut travailler sur tous ces registres à la fois, mais l'idée que ce report modal n'est plus opportun, n'est plus possible et n'est plus un projet commun à tous, moi personnellement me choque profondément. Alors sur le Paris-Lyon, là je suis moins capable en tout cas de vous répondre. Il n'y a pas de doute. Donc, d'abord, nous raisonnons sur le corridor, et l'attention de Bruxelles, c'est le corridor. Donc, vous venez de l'Espagne, vous passez par la ligne du sud, donc Montpellier, vous remontez vers Lyon et vous traversez les Alpes. Donc, le Paris-Lyon n'est pas dans le corridor sur lequel nous travaillons avec l'aide de l'Europe. Cela dit, évidemment, le raccourcissement considérable des délais devrait augmenter les liaisons sur Turin, et donc Paris-Lyon, Turin, Milan devrait se développer. On va gagner 2 heures, donc c'est quand même très 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 substantiel, et va contribuer ou devrait contribuer à renforcer le trafic. Donc le sujet de Paris-Lyon, du coup, doit être réfléchi et conduit en tenant compte de cette perspective de croissance du trafic italien, pour dire les choses simplement. Alors après, je ne sais pas, ou je ne sais plus où en est le projet de doublement sur lequel j'avais travaillé en son temps, vous vous rappelez, avec, je crois, quand même des progrès techniques qui doivent permettre que la ligne actuelle puisse être encore un peu plus densifiée, c'est-à-dire que l'amélioration des outils de signalisation permet de resserrer un peu les trains, mais ensuite, alors après, moi je ne sais plus comment le trafic de TGV va évoluer dans le monde qui change si vite autour de nous, mais je pense que la question reste posée, que ça sera de toute façon un axe essentiel du réseau national sur lequel va se concentrer énormément de trafic de voyageurs. Même s'il y a en ce moment la crise que nous connaissons, de toute façon, le Paris-Lyon va rester, je dirais, la flèche de notre réseau national. Et si on ajoute en plus les trafics italiens, parce que vous savez qu'actuellement, sur le Paris-Turin, en fait, on prend l'avion quand même. Il y a très très peu de personnes qui prennent le train. C'est trop long. Donc là, on va gagner 2 heures. Lyon-Turin, là, ce sera probablement 2 villes qui vont vivre avec des navettes de cadencement, avec des relations. D'autres que moi sont plus compétents pour en parler, mais je pense que cette proximité de ces 2 grandes villes devrait conduire à un grand développement et un grand développement de trafic. Mais je mets Paris dedans. Voilà. Merci. On va prendre une série de questions. Je vais donner la parole à Monsieur Demilly, puis à Madame Filleul et à Monsieur Blanc. Monsieur Demilly. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Duménil, pour votre exposé clair et sans langue de bois. J'ai deux questions à vous poser. Si les objectifs de ce projet sont louables, vous l'avez dit, le projet Lyon-Turin soulève de nombreuses critiques, notamment quant à sa rentabilité. Les prévisions d'évolution de trafic passagers et marchandises font l'objet de désaccords, tout comme d'ailleurs son coût écologique. Alors, au-delà de ces critiques, qu'en est-il des toutes dernières estimations de trafic passagers et marchandises pour assurer la rentabilité économique et la rentabilité environnementale de ce projet? C'est ma première question. Ma deuxième question, tout comme le merveilleux projet de Canal Seine-Nord-Europe, ce projet de ligne Lyon-Turin a été retenu par la Commission européenne dans le cadre du MIE, du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ce qui a permis, et vous l'avez dit dans votre exposé, d'obtenir un financement merveilleux de 40% par l'Union européenne. En plus de ce fonds européen, allez-vous bénéficier ou souhaitez-vous bénéficier du plan de relance européen? Vous avez
tout à l'heure évoqué le fait que vous alliez booster votre financement à 50%. Vous avez même parlé d'un bonus supplémentaire de 5%. Je ne suis pas sûr que la terminologie bonus existe sur le plan budgétaire. Donc, était-ce une façon de dire que vous avez sollicité ce fameux plan de relance européen? Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président également. Ma question rejoint les interrogations de Monsieur Pointreau et de Monsieur Demini quant au report modal. En effet, vous avez répondu à Monsieur Pointreau en évoquant une comparaison avec la Suisse et également les conditions à remplir pour que ce report modal s'effectue effectivement en France. Mais vous êtes, de mon point de vue, comme le disait Monsieur Demini, resté assez flou sur les perspectives effectives, sur les chiffres. Est-ce que vous disposez aujourd'hui de chiffres stabilisés par rapport à ce report modal? Deuxième questionnement, qui rejoint des questionnements plus anciens de Monsieur Vaspart et de moi-même sur un rapport sur les ports français. Nous nous posions déjà la question à ce moment-là de savoir si l'aménagement, si le tunnel, plus les aménagements qui pourraient se faire sur l'axe Lyon-Turin par la route et également le canal Seine-Nord, ne privilégieraient pas un flux vers le nord et vers les ports du nord. Et au final, eh bien, ces flux se feraient aux dépens des ports français et en particulier de Marseille. En effet, dans ce cadre-là, Monsieur Vaspart s'intéressait particulièrement à la présence chinoise dans les ports italiens et à la question des routes de la soie. Et donc, voilà, nous avions à cette époque beaucoup d'inquiétudes pour le port de Marseille. Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions et vous pouvez nous donner votre sentiment à ce propos? Si, Madame Filleul, je vais donner la parole à Monsieur Blanc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Ménil, ce dossier, vous le savez, est un dossier absolument essentiel pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le développement de son économie, mais surtout pour son ouverture internationale, sachant que notre histoire est tournée vers l'Italie du Nord et que pour nous, c'est une étape nouvelle de ces rapports avec cette grande région industrielle et qui dépend de cette liaison Lyon-Turin. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Vous l'avez parfaitement exprimé, l'Europe accepte de financer aujourd'hui à 50% le tunnel de base, peut-être ira-t-elle un peu au-delà demain, mais sa priorité, c'est le transport fret, ce n'est pas le transport voyageur, pour des questions environnementales, pour des questions économiques, et surtout pour son ouverture sur l'Europe de l'Est, à travers cette liaison sous les Alpes qui nous fait aujourd'hui défaut. Mais pour que le fret soit effectivement au cœur de cet investissement, il faut que les voies d'accès au tunnel de base soient améliorées. Et là, il y a deux opportunités. La première, c'est une ligne directe entre Lyon et Saint-Martin-la-Porte à l'entrée du tunnel. Et la deuxième opportunité qui est proposée par la SNCF, c'est l'amélioration de la ligne entre Dijon et Modane mais sur les bords du lac du Bourget et traversant Chambéry. Est-ce que sur ce choix, la société TELT a pris une position? Très clairement, les élus auvergnats-rhône-alpins ont donné priorité à une liaison directe entre Lyon et Saint-Martin-la-Porte par le creusement des tunnels sous Chartreuse, sous Beldonne et le tunnel du Glandon, avec cette interrogation, faut-il passer par Chambéry, ce qui est un autre sujet. Mais moi, j'aimerais connaître la position de TELT sur ce sujet-là. Deuxième question, nous avons avec l'Italie une discussion sur les délais, et nous l'avons même un peu avec l'Europe qui envisage de prendre un acte d'exécution pour s'assurer que ces délais seront bien respectés. Selon la société TELT, quelles sont les décisions ou les actes précis que vous attendez pour que ce délai de 2030 soit respecté et que les craintes de la ministre des Transports italienne qui dit mais tout ça va être reporté en 2032, voire même au-delà, pour que ces craintes soient levées. Quels sont les actes juridiques, financiers, diplomatiques que vous attendez pour le respect des délais?
Je vous laisse répondre. Donc, Monsieur le Président, oui, Déjà puis après on prendra une autre série de Donc, questions. on prend Allez-y, c'est déjà, allez-y. c'est déjà pas mal, oui. Alors, sur la question de rentabilité, vous savez, moi, j'avoue, me sens pas capable de dire quelle est la courbe de trafic qui peut justifier le tunnel et si on s'écarte de cette courbe, est-ce qu'il faut ne plus le faire? Donc, je regarde avec beaucoup d'humilité ce qui s'est passé. Il y a eu la crise financière de 2008, le trafic a baissé. Donc, on a dit, puisque le trafic baisse, le projet ne se justifie plus. Et puis, au bout de 2-3 ans, le trafic est reparti à la croissance. Donc là, on a à nouveau une situation difficile. Quel sera le trafic finalement en 2020-2021 tel qu'il résultera de la crise actuelle? On voit bien la baisse de la croissance économique incontestable. Est-ce que c'est une baisse durable? Est-ce qu'elle va reprendre dans 3-4 ans? Je suis totalement incapable de faire ces prévisions. Je considère que c'est pas moi à les faire, c'est pas ma compétence, c'est pas ma responsabilité. Donc voilà, je pense qu'il faut que tout le monde aborde avec beaucoup de prudence cette question-là. Et ce n'est pas parce que les chiffres donnent un pourcentage de croissance de camions qu'il faut conclure que forcément le tunnel doit être fait ou pas fait. Je pense qu'il faut faire ces études, mais qu'il ne faut pas attendre de ces études qu'elles dictent une décision qui, me semble-t-il, a quand même beaucoup un caractère politique. Voilà. Alors, après, évidemment, on peut aussi observer l'évolution du monde. Vous avez parlé, par exemple, des trafics de la Chine et puis des ports. Donc, j'élargis un petit peu le sujet. Cet axe, il a d'abord comme intérêt de faciliter, si on fait un peu de géographie, les liens entre les deux régions. Région Auvergne-Rhône-Alpes maintenant et Piémont, ce sont deux grandes régions économiques qui ont déjà entre elles beaucoup de raisons de multiplier leurs échanges de personnes, d'étudiants, de touristes et de camions et de marchandises. Donc, cet itinéraire-là a cet avantage-là. Si on élargit, il relie l'Espagne, le sud de la France, le nord de l'Italie et le sud de l'Europe. Donc, cet ensemble-là représente déjà un potentiel économique qui n'est pas négligeable. On estime que c'est à peu près 20% du PIB qui est concerné directement par cet itinéraire. Et donc, même si globalement il y a des périodes de crise, voire de récession économique, ce territoire-là représente un potentiel d'échange important, sans même parler de ce qui peut se passer au-delà. Par exemple, si les Italiens veulent aller en Angleterre, ils ont quelque intérêt aussi ou quelques possibilités de passer par là pour aller vers la Grande-Bretagne. Alors maintenant, on va dire qu'avec le Brexit, ça a peut-être moins d'intérêt, mais moi, je ne sais pas. Il y a le Brexit, mais il y aura toujours des camions sur l'Angleterre. Donc voilà, donc je reste sur la prudence et la réserve. Je dis simplement que notre projet peut faire passer 1 million de camions. Ça, c'est une chose tout à fait certaine parce qu'on sait la calculer. Notre projet peut faire passer 1 million de camions. Et donc, que ça représente une part significative des camions qui aujourd'hui traversent les Alpes par les 3 axes Mont-Blanc, Fréjus et Vintimille, et que si on prend les camions de ces 3 axes, qu'ils aillent ensuite jusqu'au sud de l'Espagne, ou plutôt jusqu'à Lyon, ou plutôt jusqu'à Dijon, de toute façon, notre ouvrage permet de les prendre. Et il les prendra si l'ouvrage est fait, et si, de part et d'autre, et ça fait le lien avec la question des accès, ils trouvent des itinéraires et des réseaux sur lesquels ils sont suffisamment prioritaires pour passer. Alors, nous avons donc dans ce projet, je passe à la question financière et au plan de relance, il n'y a pas de doute que ce projet s'inscrit bien dans le pacte européen, le Green Deal, que dans les choix qui sont faits actuellement par l'Europe pour accélérer la politique de lutte contre le changement climatique, ou en tout cas de transition écologique de l'Europe, qui semble, je trouve en tout cas de plus en plus consensuelle, et personnellement, je m'en réjouis. La crise, de ce point de vue, accélère sans doute cette prise de conscience, et il me semble que notre projet s'inscrit bien dans ces objectifs que l'Europe est en train d'afficher de manière plus volontariste, de réduction des gaz à effet de serre et de progression vers toutes les politiques qui permettent d'améliorer la résilience de nos territoires par rapport au changement climatique. Donc, il me semble qu'on est bien dans ce cadre-là, et c'est aussi pour ça que, en ce moment, en tout cas, la Commission insiste pour que non seulement on n'ait pas de doute sur notre projet, mais même qu'on fasse tout pour ne pas le retarder.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour l'instant en tout cas, l'objectif reste bien 2030 pour que ce projet participe bien à la politique européenne d'amélioration écologique de l'ensemble de l'itinéraire. Alors, effectivement, nous sommes dans le plan de relance français. Nous sommes dans le plan de relance français, 200 millions d'euros ont été apportés. Ça n'est qu'une petite partie de l'ensemble, mais enfin, en tout cas, l'État a voulu mettre une part, si je peux dire, dans le projet, dans le cadre du plan de relance. Et donc, à travers ça, bien sûr, nous nous inscrivons aussi dans la politique européenne de relance économique. Alors, les ports français, j'ai une sensibilité, une affection particulière pour Marseille, puisque j'ai travaillé 7 ans. Voilà. Est-ce que ce projet est défavorable au port français ? Franchement, je ne pense pas qu'on puisse le dire. Hein. La desserte de Marseille, elle est en compétition avec les ports du Nord. L'axe Nord-Sud est très important pour elle. Je ne vois pas pourquoi, dans la compétition avec les ports italiens, par exemple, Marseille serait pénalisé. Enfin, franchement, le port de Marseille a des capacités absolument remarquables. Des entreprises qui marchent, ils sont en train, je trouve, de bien progresser sur le plan du climat général du port. Il me semble qu'on parle un peu moins des difficultés marseillaises, j'espère que ça va durer. Et donc, moi, j'ai tout à fait confiance qu'ils sont capables de se battre. Alors, bon, l'affaire chinoise, les Italiens ont eu pendant un moment, ils ont fait les yeux doux à la Chine, c'était avant la crise, avec la fameuse route de la soie, et donc on a eu tout un discours dans lequel les Chinois ouvraient grand la porte, si je puis dire, à la fois du financement et du soutien aux grands trafics internationaux. Là-dessus, moi, j'étais, vis-à-vis de mes collègues italiens, un peu plus réservé. Je me sentais pas investi d'une mission permettant d'accueillir plus facilement les trafics chinois sur nos territoires. Vous voyez, je me sens encore moins cette mission, je dois dire, depuis quelques mois. Donc, voilà, je laisse la Chine là où elle est et je me dis que notre projet a déjà pas mal de choses à faire dans nos territoires et que ça vaut la peine de le faire. Alors, les voies d'accès et Dijon-Modane. Alors, l'État, le ministère a dit, mais en attendant qu'on aménage les voies d'accès, on pourrait améliorer l'axe Dijon qui va vers Dijon, donc Dijon-Modane. Alors, vous me demandez, M. Blanc, si j'ai beaucoup de sympathie pour cet itinéraire qui est magnifique, il longe le lac du Bourget, c'est un superbe endroit que vous connaissez sûrement. Est-ce qu'on peut faire passer plus de trains par là ? Pourquoi pas, mais on n'est pas dans le corridor. Alors, on peut faire certainement des choses sur Dijon, mais notre sujet à nous, c'est d'être sur le corridor Méditerranée, c'est d'aller à Lyon, puis ensuite de descendre vers l'Espagne. Voilà, donc l'Europe, évidemment, s'est demandé de quoi on parlait, là. Alors, moi, je ne me prononce pas sur l'intérêt d'améliorer Dijon. Ce que je dis, c'est que ça n'est pas la solution. Ça ne résout pas le problème de Lyon. Ça permet à quelques trains peut-être de partir vers Dijon plutôt que d'aller vers Lyon. Mais si vous faites ça, vous ne résolvez pas le problème pour aller en Espagne. Donc, pourquoi pas, mais ça ne peut pas être la solution. Voilà. D'ailleurs, je crois que là-dessus, les choses ont évolué. On peut faire des travaux d'amélioration de l'axe sur Dijon, mais il faut travailler sur le corridor qui va à Lyon. Et donc, on n'échappera pas à affronter les gros problèmes lyonnais que vous connaissez mieux que moi, le contournement de Lyon, la traversée de Lyon, la gare de la Pardieu, le sujet énorme de Lyon qu'il faut, je pense, prendre à bras le corps. On n'échappera pas à un effort important d'investissement pour traiter le nœud lyonnais, qui est un sujet difficile, mais qu'il faut prendre en compte réellement. Alors du coup, l'Europe, évidemment, dit restez sur en tout cas, soutenez le corridor, je mets de l'argent. L'acte d'exécution dans le langage bruxellois qui consiste à faire en sorte que l'Europe intervient dans un rôle de rassemblement, de coordination entre la France et l'Italie, nous on le voit d'un bon œil. Alors évidemment, la France dit que chacun reste un peu chez soi. Les accès français, c'est pour la France, les accès italiens, c'est pour l'Italie. Mais enfin, nos amis italiens, ils souhaitent parler aussi des accès français parce que l'itinéraire, il est unique. Vous ne pouvez pas le couper en morceaux. Donc, qu'il y ait une meilleure coordination des trois, Italie, France et nous entre les deux avec Bruxelles, je crois que c'est souhaitable. Et le fait que l'Europe mette des moyens financiers, on va quand même pas le regretter. En tout cas, moi, personnellement, je l'accueille volontiers, ce qui fait que la France, pour le tunnel, ne finance que 25% du total. Alors là aussi, sur la question de la rentabilité, est-ce qu'on parle de la rentabilité économique, et là je ne reprends pas la question des trafics, ou est-ce qu'on dit, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt pour la France en payant 25% de cet ouvrage, d'avoir un équipement de transport ferroviaire fret qui soit de grande dimension, de grande capacité européenne? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de profiter, si je puis dire, de cet investissement qui reste pour la France tout de même un montant relativement raisonnable puisqu'on en paye que 25%. Voilà. En tout cas, c'est incontestablement une volonté européenne qui est durable,
qui date depuis 30 ans, et les gouvernements se sont succédés, les majorités se sont succédées, et l'Europe n'a pas changé d'un pouce sur ce sujet, et elle est toujours sur la même ligne. Merci. Je vais donner la parole à Monsieur Fernic, puis à Monsieur Tabarot, à Monsieur Verzelen. Monsieur Fernic. Oui, merci. J'ai été très intéressé par votre référence à l'exemple suisse, parce que je crois qu'effectivement, les Suisses ont montré de façon éclairante la nécessité d'une politique globale en la matière. C'est-à-dire, ils ne se sont pas contentés de lancer la construction de leur ensemble de tunnels de base, mais donc à partir de leur référendum de 92, où ils ont fixé politiquement, vis-à-vis de l'ensemble des Suisses, le nombre maximal de poids lourds acceptables pour les traversées transalpines. Ils sont vraiment donné les moyens de faire bouger le curseur avant la mise en service des tunnels, le curseur modal. Vous l'avez dit, en amenant le ferroviaire à 60%. Ça était la redevance poids lourd liée à la prestation, la RPAP, l'éco-redevance. Ça a été aussi de se donner les moyens d'utiliser à plein régime la ligne ferroviaire historique, qui a à peu près le même profil que la nôtre. Et alors que pour nous, j'ai l'impression qu'il y a une erreur de priorisation qui risque, passez-moi l'expression, mais de faire que quand notre tunnel de base sera achevé, on risque d'avoir une cathédrale dans le désert, c'est-à-dire sans avoir fait bouger fortement, en s'en donnant les moyens, le curseur modal. On connaît les moyens d'y arriver, les exemples suisses ou allemands nous l'ont montré. Et si on n'arrive pas effectivement, comme vous l'avez dit, à travailler aussi sur les accès au tunnel, le nœud lyonnais, Chambéry. Voilà ma question. Merci, Monsieur Fernic. Monsieur Tabarot. Oui, Monsieur le Président, ne prenez pas mal ma question, ne l'interprétez pas mal parce que je suis favorable au projet. Et puis, dans ma région, j'ai un tunnel également franco-italien, alors plus petit, qui est le tunnel de Tende, que vous connaissez probablement. Et les questions environnementales, les questions de coût, les questions de probité et les questions de dialogue entre les Français et les Italiens, on connaît plutôt bien et on sait que c'est pas toujours simple. 15 années de retard pour votre projet, on en a presque tout autant pour le nôtre. Mais moi, j'aimerais revenir sur les changements politiques permanents que vous subissez, notamment du côté italien. On parlait de la ministre des Transports tout à l'heure. Je crois savoir qu'elle n'est plus en poste et qu'il n'y a plus de ministre des Transports en ce moment en Italie, même plus de gouvernement. J'aimerais parler aussi des changements de position en France. C'est un projet qui était fortement porté à l'origine par les écologistes, qui est plutôt logique par rapport à l'effort qui est fait en matière de fret ferroviaire. Et quand je vois aujourd'hui la position défavorable du nouveau maire de Lyon, j'ai du mal à comprendre ces changements de position. Et je pense que pour vous, c'est pas simple dans les différentes discussions bilatérales et européennes que vous pouvez avoir par rapport à ça. Moi, je me pose la question, vous avez en partie répondu, mais les collègues sont de cet avis aussi. On est un peu inquiet de savoir si un projet qui est globalement un projet des années 90, est-ce qu'il est toujours adapté en termes de mobilité aux évolutions énormes qu'on a connues ces dernières années et revient la question accrue des accès, vous en avez en partie parlé. Enfin, pour siéger assez régulièrement sur le corridor européen sud, ce fameux corridor, qui d'ailleurs a été prolongé entre Gênes et Marseille. On a obtenu avec le président Muselier de le faire et ça répond en partie à la question du port de Marseille et de la concurrence entre ces deux ports. Moi, j'ai eu l'impression à chaque fois que je me suis rendu à Bruxelles sur ces questions que c'est surtout l'Europe qui souhaitait ce projet. Et je trouvais les États français et italiens un peu en retrait par rapport à ça. On avait même l'impression que c'était l'Europe qui forçait la main en disant il n'y a pas de retour possible en arrière par rapport à la manière et à l'avancée du projet. Donc, je souhaitais simplement que vous puissiez nous rassurer sur ces différents points et ces différentes interrogations. Merci Philippe. Monsieur Verzelen. Il a quitté. Bon, je vais vous proposer de répondre à ces deux questions. Alors, sur ces aspects
politique, c'est vrai que on est parfois, comment dire, un peu troublé, voire embarrassé quand il y a des évolutions politiques qui conduisent à des changements ou des questionnements, voire des critiques. Je dois vous dire que je suis très troublé pour ma part par la position, on va dire, des milieux ou des partis ou des mouvements écologiques qui ont été, dans un premier temps, favorables au projet parce qu'ils ont pris en compte, si je peux dire, la priorité environnementale, report modal, protection des Alpes, convention alpine, enfin voilà. Donc c'était quand même bien la base. Et puis il y a eu ce changement de position qui maintenant les conduit à s'y opposer. Et pourquoi ce changement me trouble profondément. Je vous parle encore très très librement, parce que ce qui est la motivation principale du projet, report modal, protection de l'environnement, est combattu par ceux qui les défendent. Et la raison pour laquelle ils plaident cela, c'est qu'ils disent que la voie actuelle permet de faire l'affaire. Et nous n'arrivons pas à parler de ça de manière objective. C'est-à-dire, on peut ou on ne peut pas faire passer les trains sur la ligne. Ça passe ou ça passe pas. Et donc, ce qui devrait être une discussion de gens de compétences rationnelles, non pas dans l'idéologie ou la sensibilité, mais dans une analyse objective qui peut être vérifiée, expertisée. En fait, nous n'arrivons pas à nous placer sur ce terrain, et donc on reste dans ce malentendu fondamental. Ce que vous faites ne sert à rien parce que la ligne actuelle permet de le faire. Voilà. Et voilà, nous en sommes là. Je ne sais pas si un jour on pourra se réconcilier alors qu'on devrait être vraiment sur la même ligne de préoccupation environnementale. Nous nous battons, si je peux dire, sur cette raison-là. Alors, je suis bien placé pour connaître la ligne ancienne, puisque quand j'étais à la FEF, j'ai fait les travaux d'aménagement du tunnel. Et donc, je sais ce qu'il peut faire et pas faire. Et je ne suis pas, moi, un spécialiste. Il y a des cheminots plus compétents que moi. Il y a des gens qui peuvent le dire mieux que moi. Eh ben, ça ne change pas cette position de blocage. Voilà. Alors, sur les autres aspects, côté italien, alors la politique italienne est quelque chose d'assez subtil. En fait, il y a une grande volonté, d'abord de l'Italie du Nord, des milieux économiques, des milieux politiques, très largement partagés, sauf un mouvement très fort, très puissant pendant un moment, en tout cas, qui s'appelle le mouvement 5 étoiles, qui, lui, s'est mis dans l'opposition en s'appuyant sur la contestation de la vallée. Il faut bien voir que l'Italie a commis, je pense, une erreur, je leur dis ça avec beaucoup d'amitié, c'est que quand on a lancé le projet, ils n'ont pas pris de précautions pour discuter avec le territoire sur le tracé. Ils ont fait le tracé de manière technocratique, et quand le tracé a été présenté à la vallée, il a donné lieu à une opposition totale, un rejet total de toute la vallée, qui ne voulait pas de ce projet, qui avait déjà une autoroute, bref. Et il n'y a pas eu de débat public, il n'y a pas eu ce que nous connaissons, nous, en termes de dialogue ou de confrontation avec le territoire. Donc, rejet total, obligation violente, obligation de reprendre le projet et de le refaire. Le mouvement 5 étoiles est resté ensuite sur cette ligne d'opposition totale. Et puis, il y a eu ensuite l'alliance avec la Ligue dans le gouvernement Conte, dans lequel, dans l'accord de gouvernement italien, l'opposition de 5 étoiles n'a pas changé, mais ça n'a pas empêché que le projet continue. Voilà. Donc, Conte a réussi à trouver un point d'équilibre. Opposition de 5 étoiles, mais on a pu continuer le projet. Donc, le projet n'a pas été arrêté. Ça a été cependant une période difficile. Et aujourd'hui, dans les négociations actuelles que vous suivez, je pense, du gouvernement italien avec Draghi, il y a en fait, je pense maintenant un assez large consensus chez la base italienne, en tout cas la base politique italienne est assez globalement favorable. Alors, c'est vrai, cela dit, qu'il y a eu cette opposition très violente, partielle, mais très violente en Italie. Et en France, on a toujours fait avancer le projet, mais on ne peut pas dire qu'on ait eu une volonté farouche, ni une expression d'un très très grand dynamisme sur ce projet. C'est un projet qui assez souvent a été poussé au niveau de l'Élysée, hein, je dis les choses comme elles sont, par les présidents de la République successifs, pour des raisons, on va dire, des raisons européennes, voilà, de rapprochement stratégique et politique franco-italien. L'Italie le voulait et du coup acceptait de payer plus cher. La France n'était pas particulièrement demandeuse, n'était pas vraiment contre, mais pas non plus vraiment pour. Et comme l'Europe poussait aussi, ben finalement le mouvement a été créé comme ça. Alors,
nous, dans cette affaire-là, si vous voulez, on n'est pas sur le terrain politique, on doit respecter les objectifs que nous fixent nos autorités, qui sont les autorités publiques des deux États et de l'Europe. Nous nous inscrivons, et moi qui suis de nature et d'origine fonctionnaire, mon travail, c'est de faire ça. Et donc de fournir aux États des éléments les plus exacts possibles, les plus compétents possibles, pour que les hommes et les femmes politiques prennent leurs décisions, et nous, ensuite, nous faisons le travail qu'ils nous demandent de faire. Nous avons, dans ce contexte que vous me posiez la question d'évolution, parfois un peu de tâtonnement, voire de péripéties politiques, nous avons réussi à tenir ce cap le plus loyalement possible. En tout cas, on l'a bien voulu le reconnaître. Mon collègue italien, directeur général, est renouvelé dans ses fonctions. Donc, nous avons réussi dans ces périodes parfois difficiles à maintenir notre travail dans cette société, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, binationale, dans laquelle nous avons, je crois, de bonnes compétences. Mais fondamentalement, vous avez raison de dire que ce projet a tenu dans l'histoire, dans le temps, parce que l'Europe y tient, elle croit qu'il faut faire ce réseau ferroviaire européen à grande dimension et à grande capacité, elle croit que ce projet doit se faire pour permettre à ce corridor sud de fonctionner globalement. Tu as raison, il y a cette grande majorité européenne, cette volonté européenne de le faire. Moi, j'observe quand même que cette volonté de l'Europe, par ailleurs critiquable et critiquée par un certain nombre de personnes, a permis quand même de faire bousculer un peu des résistances culturelles franco-françaises. Je pense, par exemple, que les Français sont tous passionnés par les transports de voyageurs, mais pas beaucoup passionnés par le transport de marchandises. Et c'est peut-être parce qu'on a mis un peu d'Europe dans tout ça qu'on a finalement quand même fait des choses pour lesquelles, je vous parle très librement, excusez-moi, Monsieur le Président, vous allez me dire que je suis plus du tout dans mon rôle, mais je pense, je me dis que la France, parfois, ou les Français, qui ont par ailleurs beaucoup de qualités, n'ont pas manifesté beaucoup d'intérêt. Moi, je vous assure, j'ai souvenir qu'un réseau ferré de France, quand je dis qu'il fallait accorder une certaine priorité aux trains de marchandises si on voulait qu'ils roulent, on me disait que c'était une histoire de technocrate et que je ne me rendais pas compte que c'était pas ça le problème des gens. Alors, c'est vrai que quand vous êtes en Île-de-France, le problème, c'est d'avoir des RER qui marchent. Je me rappelle une discussion avec le président Huchon, le président de la région, il m'a dit: qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos trains de marchandises qui ne peuvent pas contourner Paris? Moi, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les voyageurs puissent prendre le RER. Et monsieur le président, c'est parfaitement normal que vous défendiez cette position. En tant que président de région, il faut que les gens puissent arriver chez eux. Mais moi, au niveau national, si les trains de marchandises ne peuvent pas traverser ou contourner Paris, eh bien, il n'y aura pas de train de marchandises en France. Voilà. Donc, il faut quand même trouver des points de compromis ou de compatibilité entre cette urgence française de s'occuper des voyageurs, et Dieu sait qu'il faut continuer à le faire, on n'est pas encore au bout, et puis le fait qu'il faut quand même arriver à faire passer les trains sur le territoire. Voilà. Excusez-moi. Merci, monsieur. Donne la parole à monsieur Bigot et ensuite à monsieur Jacquin. Oui, merci. Voilà, merci Monsieur le Président, merci pour cette présentation. Vous nous avez indiqué que l'Europe soutenait ce projet qui était la condition de sa réussite, voyant même pouvant augmenter le financement. Et vous avez indiqué qu'il y avait 9 sillons en Europe qui étaient concernés et qui faisaient partie d'une volonté politique de développer le fret ferroviaire. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Monsieur Fernic, il semblerait que à l'intérieur de nos frontières, en France, on n'ait pas suivi au niveau des infrastructures la possibilité de desservir l'accès à ce tunnel. Selon vous, dans quel délai peut-on espérer que la fluidité du trafic puisse concerner les accès côté français, tout au moins sur cette infrastructure qui est effectivement très importante demain pour l'aménagement je dirais même de l'Europe. Merci. Merci. Je vais aller dans le même sens que mon collègue Joël. Dans ce projet qui est véritablement politique, la rationalité économique stricte peut être questionnée. Vous ne m'avez pas rassuré sur un des points de fragilité énorme du projet qui concerne l'accès français au tunnel. Et vous avez bien dit de manière, j'allais dire subtile, non, vous avez dit de manière ombrée peut-être que faire rentrer 1 million de camions dans le tunnel, qui est l'objectif environnemental, écologique qu'on doit soutenir, le tunnel est quasi fait maintenant, eh bien nécessitera des réseaux amont et aval de qualité. Et là-dessus, il y a vraiment une fragilité.
Vous avez évoqué la Suisse et j'inviterai notre commission à recevoir éventuellement une délégation suisse parce que le système suisse est passionnant. Jacques Fernic l'a décrit. Ils ont de la visibilité, ils ont des ressources affectées. Et votre homologue, enfin le directeur général adjoint du ministère suisse, m'avait fait cette remarque, amusé, c'est un franco-suisse, disant « mais ça coûte beaucoup moins cher, vous le direz à vos collègues, d'avoir des ressources affectées, une programmation à 15 ans. On fait beaucoup moins de bêtises que de faire du yo-yo, des allers et retours. Et en plus, ils ont une obligation. Et ça va être ma question, Monsieur Duménil, en même temps que la fragilité des financements pour les accès français, en tout cas l'ampleur des rénovations qui seront faites en amont. On a évoqué la nécessité de le faire quasiment jusqu'à Dijon. Y aura-t-il nécessité d'une obligation pour les camions d'emprunter dans des conditions acceptables, puisqu'il y a d'autres accès possibles pour le fret de longue distance, une obligation d'emprunter en transport combiné. Je suis également dans la commission transport de marchandises et autant effectivement certains interlocuteurs questionnent le fret ferroviaire au global, mais il a ses champs de pertinence et notamment dans la longue distance et tout le monde nous le dit. Donc demain, quelqu'un qui viendra d'Amsterdam pour aller en Italie, est-ce qu'il sera obligé d'emprunter une autoroute ferroviaire qui passera par notamment ce Lyon-Turin? Je vous remercie. Je vais donner la parole à Didier Mandelli. Merci, Monsieur le Président. Voilà, mon intervention fait suite à un grand nombre de questions, évidemment toutes légitimes. Moi, j'ai pas de questions, c'est simplement un témoignage, parce que je pense qu'on oublie souvent. J'ai eu la chance, dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités dont j'étais le rapporteur, de découvrir ce chantier. Et je dis chantier parce que c'est assez extraordinaire. Et je voudrais qu'on rappelle simplement que c'est un des plus grands chantiers du siècle, par sa durée, par les volumes et par le nombre d'entreprises et de personnel engagés. Moi, j'ai eu cette chance de découvrir avec Jean-Pierre Vial à ce moment-là ce chantier avec d'autres. Et je voudrais qu'on n'oublie pas que c'est avant tout, quoi qu'on en pense par ailleurs, une prouesse technologique assez exceptionnelle avec qui traduit à la fois le niveau technique de nos entreprises, de nos ingénieurs, de nos techniciens, et je crois qu'on peut en être fiers. Et moi, je souhaitais qu'on puisse éventuellement visiter le chantier. J'ai eu la chance de le découvrir au meilleur moment, je veux dire. Mais je voulais qu'on le rappelle parce qu'on a quelquefois tendance à l'oublier. C'est une belle réalisation par son ampleur et le niveau d'engagement de ses personnels. Merci. Je vous laisse répondre à nos trois collègues, Monsieur le Président. Oui, mais je commence par vous remercier de ce témoignage. J'y suis très sensible et je confirme effectivement cette invitation. Très, très heureux de recevoir une délégation de votre commission. C'est vrai que nous constatons que lorsque les personnes viennent voir le chantier, ils n'ont pas la même appréciation sur le projet. D'abord parce qu'ils voient que ça commence à ressembler à un tunnel, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de la boue qu'on remue, c'est aussi un ouvrage que, je dirais même esthétiquement, il y a quelque chose d'assez beau. Voilà, on a pris des photos. Voilà, donc et puis techniquement, on a des entreprises, on va dire européennes, en tout cas françaises, italiennes et suisses, qui font des prouesses absolument remarquables. Quand vous voyez le tunnelier qui avance et qui percute la montagne, qui fait face à des difficultés incroyables, des choses, une venue d'eau qu'on n'avait pas prévue, une partie plus dure, au contraire. Donc c'est vraiment absolument remarquable et c'est vraiment à l'échelle mondiale. Vous avez raison, merci de le dire, parce que je pense que l'hommage s'adresse principalement aux entreprises, à ces entreprises et à ces personnels qui font un travail qui n'est pas toujours facile, parce que passer 7 heures en suivant au fond du tunnel, c'est parfois dur. En ce moment, depuis quelques mois, ils font face à la crise sanitaire comme tout le monde et ils n'ont pratiquement pas arrêté les chantiers. Ils ont pris des dispositions extrêmement rigoureuses, tout à fait remarquables, qui ont permis au chantier de se dérouler sans qu'il y ait d'accident. Donc voilà, merci de ce témoignage parce qu'effectivement, je pense qu'il le mérite. Et il y a une intelligence, si je peux dire, des entreprises, là, une recherche qui est faite, une innovation qui est vraiment à l'échelle mondiale et tout à fait remarquable. Alors sur
deux points complémentaires sur le calendrier des accès et puis sur la fragilité du financement. Alors, sur le calendrier des accès, côté Italie, le projet est prêt, il est dans le plan de relance italien et il n'y a pas de difficulté. Ils l'ont phasé. Dans un premier temps, ils aménagent la ligne existante jusqu'à Turin, c'est beaucoup plus proche de Suse, donc c'est pas difficile à faire. Donc la partie italienne est en ordre, le projet est prêt et le financement va être assuré dans le plan de relance italien, très largement soutenu par l'Europe. Côté français, les choses ont été relancées il y a un peu plus de 2 ans, et donc il y a aujourd'hui un travail qui est fait par SNCF Réseau, puisqu'on est sur leur domaine de compétences, pour reprendre le projet que nous avions, je dis nous parce que j'étais RFF à ce moment-là, que nous avions préparé, un projet d'accès qui était sans doute généreux, en tout cas abondant, puisqu'il y avait 2 lignes nouvelles, une pour le fret, une pour les voyageurs, qui allaient de Lyon jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Ce projet donc a eu une DUP, donc il a cheminé, concertation, il a été attaqué au Conseil d'État, qui l'a malgré tout approuvé, donc il est prêt. Sauf que ce projet est trop coûteux, parce que faire 2 lignes nouvelles, c'est quelque chose de trop important. Donc, le ministère a décidé de créer donc une commission de travail présidée par le préfet, qui consiste à reprendre le projet qui a été mis dans la DUP et à le simplifier pour qu'il y ait au moins une première phase qui permette d'assurer la continuité des trafics au moment de l'ouverture du tunnel, donc à l'horizon 2030, et que donc on le fasse par étapes, mais avec une première étape qui est dans le corridor, donc qui va vers Lyon, et qui permet en 2030 d'assurer un écoulement normal du trafic. Donc il y a 2 scénarios qui ont été adoptés, qui ont été approfondis. Donc on a 2 itinéraires possibles, et l'année prochaine la décision doit être prise de retenir l'un des 2 dans le cadre de la DUP. Alors si cet objectif est atteint, c'est pas mal, parce que puisqu'on est dans le cadre de la DUP, on a déjà franchi un obstacle très important qui est d'avoir la DUP. Et à ce moment-là, on reste sur un calendrier qui peut être compatible avec l'horizon 2030-2032. Voilà. Donc, si on fait ça, si l'année prochaine, on décide lequel de ces 2 scénarios. Alors, le choix n'est pas facile. Pour les gens de la région, là, les sénateurs de la région, ils voient ce que je veux dire. Le choix n'est pas facile parce qu'il y en a un qui est vraiment très priorité fret et qui n'améliore pas beaucoup les choses pour les voyageurs dans un premier temps. Et donc, vous voyez qu'il y a un arbitrage à faire. Voilà. Est-ce que je mets le paquet sur le fret pour être prêt aux environs de 2030, ou est-ce que quand même je tarde pas aussi à dire à Chambéry et à Annecy ou à Grenoble qu'on peut améliorer les choses pour eux. Donc, en tout cas, je pense que la situation s'est pas mal rétablie et qu'aujourd'hui, ça reste possible d'être cohérent en termes de calendrier avec l'horizon 2030. Il faut que d'ici l'année prochaine, le choix soit fait de l'un des scénarios et puis qu'ensuite on aille de l'avant. Alors, sur la fragilité des financements, c'est vrai que il vaudrait mieux pour un projet qui dure autant de temps qu'une fois qu'on l'a commencé, on soit assuré d'avoir les financements. Ce serait mieux. Mais c'est pas vraiment le cas. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la table? Finalement, le seul qui assure un financement pluriannuel, c'est l'Italie. L'Italie a voté le financement pluriannuel de 80% de sa part, 35% du total. Ils ont voté au Parlement. C'était à l'époque du gouvernement Monti, ils ont fait voter un budget pluriannuel pour ce projet. Côté France, nous sommes avec l'AFIT, que vous connaissez bien, je pense, et donc nous sommes dépendants d'un vote annuel. Et donc, nous avons un problème à renouveler tous les ans, d'assurer le financement de l'année qui vient. Alors, nous avons l'engagement politique de l'État qui nous autorise à signer les marchés, mais en termes financiers, nous avons la dépendance du vote annuel pour l'AFIT. Un travail a été fait pour proposer des financements d'une autre nature, notamment l'appel à l'Eurovignette, donc prélèvement sur les trafics routiers et montage financier avec un emprunt, qui il y a 3 ou 4 ans n'a pas été accepté. La discussion n'est pas définitivement close parce que les problèmes d'endettement sont en train un peu d'évoluer. Donc, le respect des critères d'endettement sont peut-être en train d'être reconsidérés. Donc, peut-être que le sujet de la dette. Mais vous voyez bien que ne pas assurer un financement par un emprunt sur un projet qui va durer plus de 50 ans et donc s'obliger à le payer en 12 ans alors qu'on pourrait le payer en 50 ans ou 80 ans, c'est peut-être un peu dommage. Donc, le sujet reste ouvert. Côté France, pour l'instant, il faut que chaque année, l'AFIT nous donne les crédits qui vont bien. Jusqu'à ces derniers temps, c'était des crédits relativement modestes, mais là, en 2021, 2022, 2023,
on va monter à des sommes nettement plus importantes. Donc, il va falloir que l'AFITF arrive à gérer cette difficulté. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière, mais on ne peut pas dire qu'on ait un financement structuré, pluriannuel et assuré. On est un peu au coup par coup. Côté Bruxelles, c'est pas beaucoup mieux. On avait un financement assuré jusqu'en 2021 qui était prolongé en 2022. Et nous allons commencer maintenant une discussion pour les années qui viennent, mais on nous dit à Bruxelles que au départ, on pensait avoir un contrat pour 7 ans. Il est question de le ramener à 3 ans, qui veut dire qu'on n'aura pas non plus, de la part de Bruxelles, un montant assuré pour aller jusqu'au bout avec les clés de financement que je vous ai indiquées. Voilà, donc voilà un projet. Vous parlez d'une fragilité, moi, j'ai pas de doute que la volonté est là pour aller jusqu'au bout, mais on peut pas dire qu'on ait mis en place les instruments de financement pluriannuels, structurés et durables. Donc, on chemine et puis périodiquement, on remet ça sur la table et il faut à chaque fois discuter des conditions, des modalités. Voilà. Donc, c'est probablement une faiblesse quand même que nous avons. Je pense que vous avez raison de le signaler. Et quant à la régulation et à l'exemple suisse, oui, je pense que l'idée qui avait été évoquée, peut-être vous rappeler que M. Desto et M. Bouvard avaient travaillé ensemble pour faire une proposition de montage dans lequel il y avait un emprunt qui était en particulier gagé par des recettes venant des axes autoroutiers. Et donc, c'est ce que les Suisses ont fait, avec un prélèvement sur les trafics autoroutiers. Alors, le sujet est sensible, il est délicat, parce que ils avaient démontré qu'on pouvait faire un prélèvement sur un territoire très large, y compris 28 000, avec donc un très très grand nombre de camions sur lesquels vous pouviez faire un prélèvement du coup assez modéré. Et donc voilà, ils avaient démontré que c'était pas impossible. Et Bruxelles voyait ça plutôt d'un bon œil. Donc le sujet, je pense, n'est pas définitivement abandonné, mais pour l'instant, en tout cas, il fait pas l'objet d'une proposition élaborée et construite. Donc, je continue à penser que il faut vraiment jouer sur les deux. Je pense que vous avez raison de le dire. Est-ce qu'il faut interdire les trafics de camions? Je pense qu'il faut, en tout cas, les réguler. C'est-à-dire, vous avez déjà toute une catégorie de camions que vous pouvez interdire. C'est tous ceux qui transportent des marchandises dangereuses, ceux qui ont des normes environnementales qui sont inadaptées. Donc, vous pouvez déjà contraindre un peu le trafic. Et puis, vous avez la tarification. Ce qui est sûr, c'est que quand vous faites comme moi, vous circulez sur les autoroutes et vous voyez des camions qui sont immatriculés en Lituanie et qui vont au Portugal, la volonté de l'Europe, c'est ça, il faut le supprimer. Voilà. C'est-à-dire un camion qui fait en Europe un parcours supérieur, mettons à 1000 km, c'est-à-dire à traverser de la France, ça doit disparaître. Voilà. Et moi, je me dis, quelquefois, je vois ces camions qui travaillent sur la 10, par exemple. Alors, avant, on disait, c'est les Espagnols et les Portugais. Bon, mais les Espagnols, ils sont à côté de chez nous. Moi, je ne pense pas normal qu'ils rentrent chez nous aussi pour travailler. Je ne dis pas qu'il faut les refuser. Mais ce qui me choque, c'est de voir des camions qui traversent l'Europe entière. Et c'est ça ce que l'Europe veut supprimer. Et je pense que si on le veut, on a quand même suffisamment d'arguments. Il ne s'agit pas de faire des obstacles à tout le monde, ni de gêner tous les routiers. C'est pas du tout ça. Il y a une partie du trafic intra-européen qui devrait passer sur les trains. Voilà. Bien, Monsieur Duménil, merci. Merci, Monsieur le Président, pour la clarté de vos propos. Merci effectivement pour cet échange. Et puis, je tiens à vous dire, mes chers collègues, que sur 10 metteurs... Ah oui, tu veux poser... Ah, vas-y. Non, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Désolé. Non, Désolé parce que j'ai pas vu que tu avais demandé la parole. J'avais fait un petit signe, mais ça peut arriver. Il y a aucun souci, Président. Bien, en tout cas, merci déjà pour l'ensemble des éléments de réponse que vous avez pu apporter. Au regard de l'ampleur de ce projet, on a du mal aujourd'hui à visualiser la stratégie logistique qui devrait se mettre en place pour essayer d'optimiser justement cet ouvrage. On a le sentiment que c'est la logique du marché qui, de toute façon, va s'appliquer et qu'il n'y a pas une vision anticipée pour essayer d'optimiser au mieux les flux vers cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez me donner des éléments, éventuellement, d'appréciation par rapport à ce sujet ? Sur les liaisons aériennes, on voit bien qu'il y a des positionnements politiques aujourd'hui. On pourrait penser que demain, certaines liaisons aériennes pourraient être supprimées pour transférer le trafic sur la liaison. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un débat qui est d'ores et déjà ouvert pour pouvoir anticiper au mieux ce transfert ? Enfin, vous l'avez évoqué, ça fait partie d'un débat politique qui est très nourri, sur lequel il y a toujours une difficulté pour objectiver, notamment sur ce qu'on appelle l'impact environnemental de ce type de projet.
Est-ce que ce débat est mort-né ou est-ce qu'il faut essayer de le nourrir pour essayer d'amener des éléments qui amènent à une réflexion la plus objective possible en termes d'évaluation environnementale? Et de fait, comme c'est un projet emblématique au niveau européen et comme ça a été souligné au niveau mondial, cette évaluation environnementale de qualité permettrait justement d'apporter, en termes de méthode, des clés de lecture qui permettraient d'éclairer également le débat politique. Qu'en pensez-vous? Voilà, Monsieur le Président, vous avez gardé pour la fin une question redoutable. Deux questions. Ça aurait été dommage qu'il pose pas ces redoutables. questions. Voilà, je vais en dire un mot, mais avec beaucoup de modestie, parce qu'en fait, elle mériterait depuis un élargissement peut-être d'autres intervenants que moi, parce que ce sont de très belles questions. L'optimisation logistique, si vous voulez, c'est sûr que les flux de marchandises évoluent parce que le marché évolue, ceux qui achètent, ceux qui vendent. On a parlé de la Chine, on a parlé du retour au pays. Donc, on voit bien qu'on n'est pas sur une donnée qui est figée. Elle va évoluer. La crise va sans doute obliger aussi à évoluer. Je pense pour ma part j'espère en tout cas que on va calmer un peu la mobilité parce qu'elle était sans doute emballée, excessive, je pense. Qu'elle était excessive, la mobilité mondiale, et qu'on va sans doute chercher un point d'équilibre, non pas pour empêcher les marchandises de circuler, mais peut-être pour en faire un peu moins. Vous avez vu ces exemples où on prenait un vêtement dont une partie était faite dans un pays, les boutons dans un deuxième pays, les fils dans un troisième. Donc, l'économie, sans doute, est partie dans un emballement qui entraîne une mobilité très forte et une logistique débridée, c'est-à-dire dans laquelle, je dirais, c'était la fuite en avant de tous les moyens pour que ce soit le moins cher possible. Et on a vu à quoi ça pouvait nous mener sur le plan environnemental. Je pense que la crise aidant, la prise de conscience aidant, j'espère en tout cas, qu'on va mieux réguler la logistique internationale et non pas figer les choses pour qu'on consomme sur place et qu'on n'achète plus rien à l'étranger, mais peut-être pour réduire l'emballement dans lequel on s'est trouvé. Alors, est-ce que la logistique, dans ces conditions, va cheminer vers un optimum et elle va progresser? Je pense qu'il faut trouver une combinaison des lois du marché, parce que je pense qu'on reste quand même dans une économie de marché dans laquelle il y a une certaine liberté d'acheter et de vendre. Il y a de la liberté, c'est sûr, mais cette liberté doit être régulée. C'est-à-dire que, notamment par une offre de qualité, on a parlé du ferroviaire, si vous avez des trains qui marchent bien, ça devient attractif. Ensuite, par de la régulation économique, c'est-à-dire que il n'est pas normal que des déplacements ne coûtent rien. Si vous voulez, des déplacements, des bateaux qui finalement faisaient des transports de conteneurs sur la Chine à des prix défiant toute concurrence, ça finit par faire des choses qui n'ont plus de sens. Donc, il faut donner aux choses leur véritable valeur. Et s'il y a un transport qui coûte parce qu'il produit de la pollution, c'est le cas d'un camion, il faut qu'il le paye d'une manière ou d'une autre. Donc, je pense qu'il faut combiner la liberté du marché de la logistique avec de l'offre de qualité, ça c'est notamment des questions d'infrastructure, et avec de la régulation. Moyennant quoi, je pense que les choses peuvent se redresser et qu'il y a des optimisations possibles. Mais ça vient pas forcément tout seul. En tout cas, le laisser-faire ne conduit pas à l'optimisation. Ça, je pense que la crise vient de nous le montrer. Il faut que les autorités compétentes à bonne échelle, nationale, européenne et internationale, prennent ça en main, comme dans beaucoup d'autres domaines, comme les marchés financiers ou je ne sais quoi. Il y a certainement beaucoup de choses encore à faire devant nous si on veut redresser une situation et ne pas s'enfoncer dans la crise. Alors, quant à l'impact environnemental, vous avez raison, c'est un sujet sur lequel on a, je pense, bien avancé, parce que il y a de plus en plus de normes qui sont produites. Il y a une surveillance administrative. Nous, on a par exemple 141 points de contrôle. On a 141 points que l'on mesure en permanence avec des organismes publics sous le contrôle des ministères pour mesurer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'intensité du bruit, le nombre de poussières, etc. Donc, cet aspect technique de l'environnement doit être pris en compte. L'environnement, ça passe par là. On peut faire des belles paroles, on peut faire des discours très lyriques, mais il faut que la question de l'environnement passe par des choses très concrètes et des choses scientifiques, avec de la compétence, de l'expérience, de la recherche. Donc, l'impact environnemental passe d'abord par une maîtrise du chantier. Et je vous assure qu'on a fait déjà beaucoup de progrès, mais on peut encore faire beaucoup d'autres progrès sur... Je vous donne qu'un exemple, tiens, si vous permettez, pour pas être ensuite beaucoup plus long. Une chose toute bête. Quand vous faites un tunnel, vous creusez, vous enlevez des matériaux, vous les sortez. Qu'est-ce que vous en faites? On a enlevé 57 km, 2 fois, toute cette masse de matériaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, un objectif simple, c'est que le plus possible, on les réutilise. Si au lieu de faire des carrières pour prendre du caillou, vous prenez les matériaux qui sortent du tunnel, vous allez dans le bon sens. Bon. Donc, notre objectif, c'est que plus de la moitié de ces matériaux soient réutilisés. Soit pour faire des matériaux de béton,
soit pour faire des remblais, soit pour boucher des carrières, soit pour faire du réaménagement paysager. Donc, pour faire ça, il faut qu'on puisse passer d'un côté à l'autre. On va sortir des matériaux à Saint-Jean-de-Maurienne. On a besoin davantage de cailloux en Italie. Il faudrait aller en Italie. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Les réglementations françaises et italiennes ne sont pas compatibles. Donc, on va avoir trop de matériaux d'un côté qu'on va stocker dans des endroits de dépôt et on va en avoir pas suffisamment de l'autre côté. On va faire des carrières pour les creuser. C'est absurde. Est-ce que l'Europe, ça peut pas être aussi tout simplement, j'allais dire tout bêtement, de faire en sorte qu'il y a une vision, j'allais dire circulaire globale qui est intégrée, une harmonisation des règles qui devraient être en l'occurrence les mêmes, de sorte qu'on optimise la gestion de nos matériaux, comme on optimisera les transports de marchandises et qu'on cherche la meilleure voie. Voilà, et que c'est ce qui devrait nous conduire à optimiser globalement comme un seul territoire et à prendre des cailloux d'un côté pour les mettre de l'autre et non pas mettre la frontière entre les deux pour ne pas y arriver. Donc vous voyez qu'on a compliqué encore… d'être logique parfois. Comment ? C'est compliqué d'être logique parfois. Bon, mais je crois que finalement, la raison on peut l'emporter, surtout si on voit l'intérêt qu'il y a pour nous tous, hein, un intérêt commun à tous, de progresser sur l'environnement. Voilà. Je donne cet exemple parce que pour moi, il m'intéresse beaucoup et je me dis, voilà, moi, mon objectif qui est de contribuer à l'Europe à ma manière, à ma modeste manière, je vais essayer de résoudre ça. Voilà, et donc je suis en train de mobiliser les ministères compétents pour essayer de trouver une solution. J'espère qu'on y arrivera, je crois qu'on y arrivera, mais je l'espère surtout.